Bonjour à tous. Pour aborder la durée du travail, nous allons d'abord procéder à une courte introduction des enjeux et des principales questions transversales qui irriguent ce champ. Il faut savoir d'abord que la durée du travail agit directement sur la rémunération, le salaire, et elle a cette particularité aussi d'agir sur les conditions de travail, donc la santé et la sécurité au travail. La durée du travail est donc fondamentale, essentielle dans la relation de travail. Prenons un exemple pour illustrer. Que se passe-t-il si, dans l'atelier que vous voyez sur la photo, la durée du travail est trop importante? Quarantaine d'heures, 42 heures, 46 heures, régulièrement, voire tout le temps. Naturellement, les risques professionnels sont accrus, la fatigue engendrant une baisse de vigilance. Cette baisse de vigilance risque d'entraîner des accidents du travail. Par exemple, un doigt coupé avec une machine à couper le bois comme la scie circulaire que l'on peut voir sur l'image. Cela peut être aussi une lassitude à porter les équipements de protection individuelle et donc une exposition aux poussières de bois générant une maladie professionnelle des voies aériennes supérieures. Au total, on pourra avoir un absentéisme beaucoup plus important, ce qui sera un coût pour l'entreprise. Ce turnover, cela générera donc un turnover, la nécessité de recruter d'autres personnes. La durée du travail peut également créer donc fatigue et donc une démotivation, mais aussi la baisse de vigilance peut provoquer un travail mal fait qui au final aura un coût pour l'entreprise et d'une manière générale pour la collectivité de travail, puisque accidents du travail et maladies professionnelles sont indemnisés par la collectivité du travail. Alors la relation de travail, la durée du travail est absolument fondamentale dans la relation de travail. Ce que l'histoire du droit social nous rappelle. En 1841, le docteur Villermé a émis un rapport alertant sur l'état de santé des enfants travaillant dans les mines. Il a souligné la catastrophe sanitaire et également les conséquences que cela pouvait avoir sur l'état des forces armées. Plus d'enfants, plus de soldats. Il en a découlé une première loi du travail du 22 mars 1841 sur la durée du travail des enfants dans les usines. Cette loi d'ailleurs peu appliquée est venue poser des limites en termes de durée maximale, en termes de travail de nuit, applicables aux enfants. Il faut bien garder à l'esprit qu'à l'époque, les usines exposées à des risques particulièrement importants. On le voit sur la photo, sur cette photo d'une aciérie. On voit bien que les gens travaillent sans protection individuelle, sont exposés à de très fortes chaleurs, à des conditions et d'une manière générale à des conditions de travail extrêmement dangereuses. Mais la durée du travail reste un sujet toujours aussi sensible. On l'a vu récemment avec l'ordonnance du 25 mars 2020 portant des mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et de jours de repos. Et cette ordonnance d'ailleurs est venue poser que pour les secteurs essentiels, elle est venue poser des limites. Elle est venue réviser des limites, comme 12 heures maximum de travail contre 10, 9 heures de repos quotidien contre normalement 11, et 60 heures de travail hebdomadaire possible contre normalement 48. On a vu que ces mesures avaient fait l'objet évidemment de discussions, controverses, polémiques dans la société. Et alors aujourd'hui, on a une grande première tendance qui est celle de travailler moins. Alors, il faut bien voir qu'il y a plus de 100 ans, on travaillait quasiment le double de ce qu'on travaille aujourd'hui. Alors, travailler moins, pourquoi? Pour quelles raisons? Alors, on l'a vu au XIXe siècle, il a fallu mettre des limites pour sauver des vies dans l'industrie et préserver la pyramide des âges. Et au XXe siècle, la notion de tendance
deux, je dirais, facteurs sont venus s'immiscer dans le débat. D'abord, la question du bien-être au travail est une notion émergente. Elle plaide en faveur d'une limitation de la durée du travail pour plus de loisirs, dans une société du confort, une société du loisir. Et également, après le deuxième choc pétrolier, la question du chômage a pris toute sa place à partir des années 70. Elle a pris toute sa place dans la question de la durée du travail et de l'aménagement de la durée du travail. Alors pour illustrer évidemment la question de la baisse de la durée du travail, on sait qu'en 1982, le salarié a gagné sa 5e semaine de congé payé. En 2000, vous le savez, la loi Aubry est venue poser la règle des 35 heures. Donc l'idée c'était de travailler moins pour employer plus. Évidemment, on pourrait prolonger le débat et demain, 25 heures, 30 heures. Alors, qu'adviendra-t-il de la durée quelle sera la durée légale du travail demain? Y aura-t-il un revenu universel? Voilà, on peut prolonger le débat. Pour l'instant, pour nous, en ce qui concerne notre étude, on va évidemment se consacrer à la question de l'aménagement, à la durée légale, à l'aménagement des 35 heures. Aujourd'hui, deuxième facteur, deuxième tendance plutôt, la durée du travail est un petit peu, je dirais, à la carte. C'est-à-dire que les 35 heures bénéficient d'une certaine souplesse. L'employeur peut organiser le temps partiel, peut avoir recours à des conventions de forfait, utiliser le télétravail, et il peut également aménager la durée du travail plus largement dans l'entreprise. On va parler de la modulation, on parlera des nouveaux modes d'aménagement de la durée du travail. Troisième point sur lequel je souhaiterais conclure sur les enjeux, c'est que la durée du travail est tellement importante qu'elle est devenue un élément essentiel du contrat de travail consacré par la Cour de cassation. C'est-à-dire que la modification de la durée du travail dans le contrat de travail exige l'accord du salarié. Si mon contrat de travail prévoit que je suis embauché pour une durée de 37 heures de travail par semaine, l'employeur ne peut pas modifier cette durée unilatéralement. La modification de cette durée exige l'accord du salarié. La durée et non l'horaire de travail, qui lui l'horaire est une donnée distincte. La difficulté de la durée du travail, c'est qu'il faut être au clair sur les notions. Le vocable est parfois très cruel. Le RTT, ça ne veut pas dire RCE. Donc, réduction du temps de travail, être en RTT, c'est pas être en repos compensateur équivalent. Ce n'est pas la même chose. On entendra souvent, t'es en récup aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va mettre dans le vocable récup? Il faut faire très attention, le mot récupération n'est utilisé qu'une seule fois dans le Code du travail, et il n'est pas dans ce cas-là une faculté pour le salarié de poser un repos, mais plutôt une faculté pour l'employeur d'occuper le salarié en cas pour récupérer du temps de travail perdu suite à inventaire, incendie, sinistre, etc. ou pont. Modulation, annualisation, fusion et surtout confusion, on verra que les différents termes en matière d'aménagement du travail prêtent à l'erreur et demandent une grande vigilance. En ce qui concerne notre étude, nous allons la découper en 4 parties. Donc on aura d'abord une étude sur le temps de travail effectif, puis nous parlerons de la durée légale, et enfin de l'aménagement de la durée du travail, et enfin le droit du salarié au repos. Fin de l'introduction. En ce qui concerne le temps de travail effectif, l'étude va consister à démontrer que toute présence dans l'entreprise n'est pas du temps de travail effectif, ce qu'on appelle du temps de travail effectif et qui ouvre donc droit à du salaire, à de la rémunération. La définition du temps de travail effectif est donnée par le Code du travail. Pour qu'il y ait temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur, c'est-à-dire il faut qu'il se conforme en plus à ces directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cela fait donc deux critères pour être considéré comme sous la subordination de l'employeur, être à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Certaines opérations dans l'entreprise vont nous amener à nous poser la question, est-ce que le salarié est en temps de travail effectif ou pas? Est-ce que ce qu'il est en train de faire va générer du salaire ou pas? Prenons l'exemple de l'habillage et du déshabillage. Dans beaucoup de professions, est imposé le port d'une tenue de travail, que ce soit une blouse, que ce soit les habits représentant la marque, comme un chemisier par exemple, ou que ce soit une sorte de gilet, comme pour le garçon de café. Ça peut être également une tenue de travail qui a office d'équipement de protection individuelle dans certaines professions avec des risques professionnels ou des salissures. Si la tenue est imposée par l'employeur et si j'ai l'obligation, si en tant que salarié j'ai l'obligation de m'habiller dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, en général ce sera dans un vestiaire, alors dans ce cas, l'opération n'est pas du temps de travail effectif, mais le Code du travail nous dit qu'elle ouvre droit à des contreparties, c'est-à-dire, alors c'est le problème, c'est que ce n'est pas véritablement défini par le texte, mais il faudra se reporter à la convention collective la plupart du temps, ou au contrat de travail, ou aux usages, que ce soit dans l'entreprise ou dans la branche. On retiendra l'exemple de la convention collective hôtel, café, restaurant, de 2007, sur l'avenant de 2007, qui octroie un jour de repos supplémentaire par an pour les temps complets. Alors pourquoi, d'ailleurs, on pourrait se demander, mais pourquoi finalement faut-il s'habiller ou déshabiller dans l'entreprise? Alors ça sera parfois pour des raisons d'hygiène, pour ne pas contaminer la tenue de travail, pour ne pas contaminer sa famille aussi, mais aussi pour des raisons de présentation. Si la tenue de travail doit être vraiment nickel, si elle doit vraiment, pour pas qu'elle soit froissée par exemple, pour qu'elle soit impeccable, il va falloir la mettre au dernier moment. Alors qu'en est-il du temps de trajet, domicile, lieu de travail? Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est jamais du temps de travail effectif, jamais. Par contre, si ce temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est dépassé, alors il fera l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Encore une fois, ce n'est pas défini par le texte. On comprend que cela renvoie au contrat de travail, cela renvoie aux usages, aux engagements de l'employeur, à la convention collective. Le texte rajoute, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie par exemple que je pars de mon domicile, j'ai 30 minutes de trajet qui ne sont pas du temps de travail effectif pour rejoindre mon lieu habituel de travail. Voilà, ces 30 minutes-là ne génèrent ni contrepartie ni temps de travail effectif. En revanche, si je dois me diriger vers un lieu de réunion qui exige 15 minutes supplémentaires de trajet, ces 15 minutes-là ne sont pas du temps de travail effectif, elles donneront lieu à une compensation et dans tous les cas à aucune perte de salaire. Alors, à prendre au conditionnel dans la réalité, puisque malheureusement, la règle donnée par le Code du travail est en général assez peu appliquée. Je précise que si je pars de mon domicile et que je vais à mon lieu habituel de travail et qu'on m'oblige à passer par ce lieu habituel de travail et qu'à partir de ce lieu habituel de travail, je me rends sur le lieu d'une réunion avec une voiture de fonction, évidemment, là, je suis dans un trajet dit de mission et donc je suis en temps de travail effectif, ce que nous verrons plus tard. Prenons l'exemple donc de la femme, des aides à domicile, par exemple, qui doivent assurer dans une matinée des prestations chez 1, 2, 3, 4 clients situés à des endroits assez différents, nécessitant des transports en commun, par exemple, ou de prendre un véhicule individuel. Eh bien, entre deux
chantier, entre deux missions, entre deux réunions, ces personnes, ces salariés restent sous la subordination de leur employeur qui peut toujours leur dire non, non, finalement, j'ai changé le planning, tu dois retourner, tu dois aller faire, tu dois faire un autre client. Donc c'est bel et bien, les trajets de mission sont bel et bien du temps de travail effectif. Par conséquent, en cas d'accident, par exemple sur le chemin, en voiture ou dans les transports en commun, le régime sera celui de l'accident du travail. Les astreintes, tout le monde sait ce que c'est qu'une astreinte. Le salarié n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, il doit juste se tenir en mesure d'intervenir pour accomplir un travail. La période d'astreinte n'est jamais du temps de travail effectif, par contre la durée de l'intervention, elle, est du temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet, elle, d'une contrepartie, soit sous forme de repos financier, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. On ira voir la convention collective, en général de branche ou d'entreprise, qui posera les contreparties. Prenons l'exemple d'une astreinte qui commence à 21h et qui se termine à 6h. Donc j'ai, en tant que salarié, 9 heures d'astreinte. Cette période d'astreinte n'est jamais du temps de travail effectif. Je ne bénéficierai pas d'un salaire de 9 heures payé au taux habituel. En tant que salarié, je me renseignerai sur mon accord collectif applicable qui posera les contreparties. Peut-être ce sera une prime d'astreinte. Par contre, si je fais une intervention, je suis ambulancier, et de 1h à 2h du matin, on me demande d'aller chercher un patient pour l'amener à l'hôpital, cette heure-là fera l'objet d'une rémunération au taux normal, c'est du temps de travail effectif, cela générera du salaire. Et la pause. La pause, nécessairement, par définition, n'est pas du temps de travail effectif, puisque lorsque je suis en pause, le contrat de travail est suspendu, le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, il peut, admettons, téléphoner, il peut aller déjeuner, il n'a plus de compte à rendre. Alors la pause n'est pas du temps de travail effectif, uniquement si c'est une vraie pause. Si le salarié reste toujours à tout moment mobilisable, disponible, et si l'employeur peut l'interrompre à tout moment cette pause, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas véritablement d'une pause, alors à ce moment-là, il faudra la requalifier en temps de travail effectif. Pour récapituler tout ce qui vient d'être dit, prenons l'exemple d'une journée de travail et interrogeons-nous sur le fait de savoir si chaque période est du temps de travail effectif ou non. Je pars de mon domicile, j'ai 45 minutes de trajet. J'arrive à 8 heures sur chantier, un chantier exceptionnel par rapport au lieu habituel de travail, et ce chantier exceptionnel a généré 30 minutes supplémentaires de trajet. Les 15 minutes habituelles de trajet que je dois faire pour me rendre sur le lieu de travail ne sont jamais du temps de travail effectif, mais par contre les 30 minutes supplémentaires, elles, si elles ne sont pas du temps de travail effectif, elles vont générer des contreparties. Et dans tous les cas, je ne devrais pas perdre de salaire. Je me présente donc sur chantier, de 8h à 8h15, je dois obligatoirement m'habiller pour porter une tenue de travail obligatoire. Ces 15 minutes-là ne sont pas du temps de travail effectif, mais ouvriront droit à des contreparties, fixées par, en général, les accords collectifs. De 8h15 à midi, je suis sous la subordination, évidemment, de l'employeur, dès 8h du matin d'ailleurs, j'exerce mon travail, le service, la prestation que je dois réaliser. Peut-être il y aura des pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif d'ailleurs. En tout cas, cette période de 8h15, 12h, ce sera du temps de travail effectif. La pause déjeuner qui suivra, 12h, 13h, ce ne sera pas du temps de travail effectif. Là, je peux aller manger où je veux, je ne suis pas à la disposition de l'employeur. Je reprends le travail à 13h et de 13h à 13h30, j'utilise un véhicule de chantier pour me rendre, un véhicule de la société pour me rendre vers un autre trajet. Ces 30 minutes-là seront du temps de travail effectif naturellement. De 13h30 à 16h30, je continue mon service, ma prestation sur chantier. Évidemment, je réalise du temps de travail effectif.
Et donc, si j'ai un accident du travail, je serai effectivement, si j'ai un accident, je serai effectivement dans le régime des accidents du travail. Je dois me déshabiller de 16h30 à 16h45. J'enlève ma tenue obligatoire. On a vu que ce n'était pas du temps de travail effectif. Admettons que je doive retourner chez moi en transport en commun ou en voiture. Le retour à mon domicile va nécessiter 20 minutes de plus que d'habitude. Donc les 15 minutes habituelles que j'ai pour aller retourner au travail ne sont pas du temps de travail effectif. Par contre, les 20 minutes supplémentaires, elles, si elles ne sont pas du temps de travail effectif, généreront des contreparties. La durée légale du travail, deuxième partie, début. Abordons à présent la durée légale du travail. Et ce, à travers 3 points. D'abord, une série de points indispensables sur la portée des 35 heures. Ensuite, la question de l'enregistrement de la durée du travail. Et ensuite, la rémunération des heures supplémentaires. En ce qui concerne la portée des heures supplémentaires, de la durée légale du travail, qu'est-ce que cela signifie? On parle de 35 heures par semaine, ou alors on va retrouver l'équivalent mensuel, 151h67, ou annuel, 1607 heures. Les 35 heures sont calculées à la semaine. Cela s'entend du lundi minuit au dimanche 24 heures. La durée légale de 35 heures n'est pas appliquée aux cadres en forfait jour, évidemment, au temps partiel naturellement, et aux assistantes maternelles relevant du Code de l'action sociale et familiale. Alors, pourquoi elle ne s'applique pas aux cadres en forfait jour? Tout simplement parce qu'il s'agit de cadres pour lesquels, qui bénéficient d'une certaine autonomie dans leur travail, et pour lesquels la durée du travail ne peut pas être décomptée, elle ne peut pas être évaluée. Ce sont des cadres qui travaillent sur la formule de jours, un nombre maximal de jours travaillés par an. Ces cadres ont signé un contrat de travail et également ce qu'on appelle une convention de forfait qui déterminera le nombre de jours maximum qui pourront être travaillés par an, en général autour de 216, 217, 218 jours. Évidemment, la durée légale ne s'applique pas aux salariés à temps partiel puisque la durée est considérée comme un travailleur à temps partiel, celui qui effectue moins de 35 heures par semaine. Un temps partiel ne doit jamais dépasser 35 heures par semaine. Ça, ce n'est pas possible. « 35 heures correspond seulement au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra impérativement garder à l'esprit. Enfin, on va faire le distinguo entre deux notions, la durée légale et la durée d'équivalence, la durée légale et la durée conventionnelle. Qu'est-ce que la durée d'équivalence? Prenons l'exemple donc de ce camion citerne sur la droite. Le chauffeur doit faire une opération de dépotage, c'est-à-dire qu'il doit transvaser le contenu de son camion vers une station de recueil du produit, que ce soit une laiterie, une station-service, une raffinerie. Et admettons que l'entreprise d'accueil responsable des installations décide que, selon le protocole, c'est à elle de faire les opérations de dépotage. Alors, pendant ce temps-là, le salarié sera considéré soit en attente ou en inactivité. Et dans beaucoup d'activités comme celle des transports, par exemple, il y aura un temps d'inactivité et on va considérer que, par exemple, les 35 heures seront atteintes effectivement quand le salarié aura fait 39 heures. C'est ce qu'on appelle une durée d'équivalence. On retrouve cette durée d'équivalence dans l'activité des transports routiers. Et pour exemple, des transporteurs longue distance se vont imposer un régime d'équivalence de 8 heures, c'est-à-dire que 43 heures est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Parfois, la convention collective peut imposer une durée du travail différente de la durée légale. On peut tout à fait imaginer une durée conventionnelle de 34 heures, par exemple, ou 33 heures, plus favorable que la durée légale, ça c'est tout à fait possible. On peut imaginer aussi une durée supplémentaire, 39 heures, et on peut imaginer que ce soit facultatif, soit obligatoire.
Dans les hôtels, cafés, restaurants, la valeur de 39 heures est posée, mais c'est à la valeur facultative. Par contre, si l'employeur pose dans le contrat de travail une durée de 39 heures, cela voudra dire que toutes les semaines, le salarié aura 4 heures supplémentaires prépayées. Décompter et enregistrer la durée du travail fait partie des obligations les moins connues et les moins bien appliquées. L'employeur doit pouvoir justifier des heures faites auprès des organismes de contrôle. C'est là tout l'enjeu. Et c'est un enjeu lourd de conséquences. Alors comment l'employeur va-t-il justifier? Quels documents doit-il produire aux autorités de contrôle ou juridictionnelles? Si dans un service, dans un atelier, dans une équipe, chaque personne commence son service à la même heure et la termine à la même heure que ses collègues, on est dans une situation d'horaire collectif de travail. Et dans ce cas, afficher les horaires suffit. L'employeur peut se contenter d'afficher les horaires collectifs de travail au sens du Code du travail. Cela suffit pour justifier des horaires effectués. Il pourra y avoir des heures supplémentaires, c'est tout à fait possible. L'employeur devra garder par devers lui les justificatifs concernant les heures supplémentaires réalisées. Par contre, alors attention, horaire collectif ne veut pas dire horaire qui ne change jamais. L'horaire collectif peut changer, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas, l'affichage doit changer. Donc on distingue l'horaire collectif de l'horaire individuel. L'horaire individuel, c'est la situation opposée. Prenez l'exemple d'un atelier, prenez l'exemple d'une équipe au sein de laquelle au sein de laquelle chaque salarié a un horaire différent. Dans ce cas, l'employeur doit décompter par tout moyen, c'est-à-dire papier, électronique, il doit décompter par tout moyen les horaires d'arrivée ou de fin de chaque période de travail, ou alors établir un récapitulatif par jour et hebdomadaire de la durée du travail réalisé. C'est l'article D3171-8 auquel je vous renvoie. Les temps partiels sont toujours considérés comme exigeant des décomptes individuels. Donc l'horaire individuel, on décompte personne, salarié par salarié. Chacun a le droit à son décompte avec un récapitulatif journalier et un récapitulatif hebdomadaire des horaires. Ce récapitulatif doit être présenté aux autorités de contrôle. D'après l'article précédent, enfin d'après ce qui a été dit précédemment, la pointeuse ou la badgeuse électronique, c'est un mythe. Elle n'est jamais obligatoire, même en matière de décompte individuel. Un document manuscrit peut tout à fait suffire et le salarié n'a pas à signer un pointage, un relevé d'horaire. En ce qui concerne les sanctions, d'un point de vue de la sanction prud'homale, admettons que l'employeur fasse défaut, c'est-à-dire qu'il soit défaillant dans l'obligation soit d'afficher, soit de décompter individuellement les horaires. Si le salarié, lui, de son côté, a noté des horaires, ses propres horaires, de manière manuscrite, en récupérant des plannings par exemple, en récupérant des tickets de caisse. Si la demande du salarié est suffisamment étayée, alors le juge pourra condamner l'employeur au paiement des heures réclamées. Il a déjà été jugé recevable un décompte établi au crayon, ni indication, sans aucune autre explication, ni indication complémentaire, même non circonstanciée. Il existe d'autres sanctions à la main de l'inspection du travail, classiquement le procès-verbal qui relève l'infraction, qui est envoyé au procureur de la République. Alors une fois que le document est entre les mains du procureur de la République, il décide des suites à donner. Et là, évidemment, la position du parquet reste aléatoire en fonction évidemment des régions, en fonction du procureur, de ses priorités. Je dirais que l'instruction ou l'organisation d'une audience va prendre un certain temps et au bout du compte, l'inspection du travail n'a pas véritablement la main sur la sanction. C'est-à-dire que le procureur peut décider d'un classement sans suite, d'un audiencement, mais au bout du compte, la sanction sera minimale ou alors l'employeur ne sera pas condamné.
Alors qu'avec la sanction administrative, procédé qui se généralise, la sanction est en général beaucoup mieux maîtrisée et dans un délai beaucoup plus... et les sommes sont recouvrées par l'administration dans un délai absolument pas comparable avec les délais judiciaires. En quelques mois, la sanction administrative prouve toute son efficacité. Rémunérer les heures supplémentaires. Alors, pas de confusion. Il y a les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Lorsque je parle d'heures complémentaires, je parle de temps partiel. Les heures complémentaires sont les heures au-delà de la quotité maximale définie dans le contrat de travail. De la quotité minimale fixée dans le contrat de travail. Par exemple, 21 heures. Admettons que j'ai un contrat de travail de 21 heures. D'après le Code du travail, je peux avoir droit à 10% d'heures complémentaires ou à 33% d'heures complémentaires. Admettons que, en vertu d'un accord d'entreprise ou de branche, j'ai droit à 33% d'heures complémentaires. Alors cela veut dire que je peux aller jusqu'à 28 heures. 28 heures de travail dans ma semaine. Les premières heures complémentaires, dans la limite de 10%, seront payées à 15% de majoration. Il s'agit des heures de 21h à 23h,1 heure. Les heures qui suivent, entre 23,1 à 28, il y a une erreur sur la diapo, seront rémunérées à 25%. Les heures complémentaires sont toujours rémunérées en argent. Elles ne sont jamais indemnisées sous forme de repos. Le principe des heures supplémentaires, revenons donc aux 35 heures, c'est donc le paiement, 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Ça, c'est la règle de base du Code du travail à défaut d'accord. Un accord peut prévoir un aménagement, 10% de salaire en plus par heure réalisée de la 36e à la 43e heure, donc les 8 premières heures. Ensuite, 25% pour à partir de la 44e heure. Ça peut être un accord d'entreprise ou un accord de branche. L'indemnisation des heures supplémentaires ou le paiement des heures supplémentaires peut être réalisé par l'octroi d'un repos, ce qu'on appelle le RCE, repos compensateur équivalent. Attention, on ne parle pas de RTT, on verra que ça, RTT, ça renvoie à un mode d'aménagement particulier de la durée du travail. On ne parle pas de récupération. Je vous rappelle que la récupération est un cas dans lequel l'employeur peut demander aux salariés de faire des heures non réalisées en cas de pont, en cas de sinistre, en cas d'inventaire. On ne parlera pas non plus de RCR, repos compensateur de remplacement, notion qui n'existe plus, qui a été remplacée par repos compensateur équivalent, ni on ne parlera pas non plus de compensation obligatoire en repos, ce que nous verrons tout à l'heure. Donc on parle bien de repos compensateur équivalent. En matière de repos compensateur équivalent, une heure supplémentaire donne droit donc, si j'applique les 25% de majoration, à 1h15 de repos. Parce que parfois, on a eu des employeurs qui ont pu dire une heure de travail égale 15 minutes de repos. Non, non, la majoration s'applique à l'heure de travail, on est bien d'accord. Une obligation souvent méconnue qui fait partie de ce champ, c'est celle d'annexer au bulletin de salaire un document qui rappelle le solde des repos compensateurs équivalents. Solde entre acquis, prix et restant. La compensation obligatoire en repos, de quoi s'agit-il? Alors, obligation souvent méconnue. La compensation obligatoire en repos signifie qu'au-delà de 220 heures supplémentaires ou autres limites fixées par une convention collective, ce qu'on appelle le contingent d'heures supplémentaires, au-delà de ce contingent, le salarié a droit à un repos supplémentaire. Le repos supplémentaire, il est décliné de la sorte. Pour les entreprises de plus de 20 salariés, une heure supplémentaire va donner droit à 2 heures de repos, et pour une entreprise de moins de 20 salariés, une heure supplémentaire donnera droit à 1h30 de repos. On est bien d'accord que cette logique est une logique de santé. Le législateur part du principe qu'au-delà d'un certain nombre d'heures supplémentaires assez conséquents,
c'est le repos qui doit primer et non tout autre mode de rémunération. Toujours dans une logique de prévention des accidents du travail, maladie pro. Aménager la durée du travail, début. Alors il s'agit de très loin de la partie la plus difficile, celle qui est génératrice d'énormément d'erreurs. Donc on s'accroche et on y va. Aménager la durée, pourquoi faire, comment, quels sont les enjeux? La loi pose le cadre de 35 heures par semaine. Et nécessairement pour un entrepreneur, pour un employeur, va se poser la question de l'adaptation de cette règle à la réalité de l'activité. Si je suis, en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, avec des horaires un peu conventionnels, des horaires classiques, 8h, midi, 14h, 18h du lundi au samedi soir, avec repos donné aux salariés le dimanche, le cadre hebdomadaire des 35 heures est particulièrement adapté. En revanche, dans l'industrie ou dans d'autres secteurs soumis à une forte saisonnalité, soumis à des fortes variations, des fluctuations, va se poser la question de la souplesse du cadre hebdomadaire. Donc la loi a prévu ce qu'on appelle des modes d'aménagement qui peuvent être mis en place par accord de branche, accord d'entreprise. Et le but de ces aménagements, ce sera de faire en sorte que le salarié ne fait plus d'heures supplémentaires, ne fera plus d'heures, les heures que le salarié... Enfin, le but de l'aménagement, ce sera d'agir sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. 35 heures hebdomadaires ne sera plus le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le salarié pourra faire plus d'heures, mais pour autant, il ne générera pas des heures supplémentaires. Il y a donc à la fois le souci d'organiser l'activité économique, mais de l'autre côté, de le faire de la manière la plus viable économiquement. Évidemment, ça se fait par accord. La loi pose les grands principes et les accords viennent décliner les modes d'aménagement. Prenons l'exemple de la modulation. Prenons l'exemple d'une modulation qui prévoit un plancher, que l'activité va varier entre un plancher de 28 heures et un plafond de 42 heures. Par exemple, donc janvier, février, mars, tous les salariés travailleront 42 heures. Avril, mai, juin, tous les salariés travailleront 28 heures. Juillet, août, septembre, 42 heures. Octobre, novembre, décembre, 28 heures. Donc là, on voit bien que pour répondre à une saisonnalité, pour ne pas employer des salariés à ne rien faire à des moments où il n'y a pas de travail, on va agir sur la durée du travail avec des variations. D'accord ? Les heures supplémentaires, dans le cas présent, rappelez-vous que pour la modulation, dans le cas présent, les heures supplémentaires sont les heures au-delà de 42 heures. Et uniquement au-delà de 42 heures, ce sont les heures supplémentaires dites de type 1. Donc toutes les heures faites au-delà de 35 heures ne donneront pas lieu à paiement d'heures supplémentaires. On verra qu'en fin de modulation, on doit faire un bilan. On doit faire un bilan des heures réalisées, c'est ce qu'on appelle les heures supplémentaires de type 2. On voit si toutes les heures supplémentaires ont bel et bien été payées. Mais retenez donc que l'activité va varier, enfin le volume horaire va varier et que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires va changer. Là, en l'espèce, ce sera 42 heures. On précisera également ici que le salarié perçoit une rémunération lissée, évidemment. Il est rémunéré sur une base 35 heures. Autre cas d'aménagement habituel qu'on retrouve encore, qui sont encore appliqués aujourd'hui, qu'on retrouve dans nombre de conventions collectives, le cycle. Le cycle, lui, va se répéter à l'identique. Exemple, un cycle de 2 mois. On va avoir 40 heures le premier mois, 30 heures le deuxième mois. Le cycle de 2 mois, donc, fait bien 70 heures, ça fait 2 fois 35 heures. Les heures supplémentaires sont calculées au-delà de 35 heures sur le cycle. Là, il n'est pas question de considérer que les heures supplémentaires sont au-delà de 40 heures,
sur le mois 1, mais bien sur le cycle. Si sur le cycle j'ai fait 72 heures, j'ai donc 2 heures supplémentaires. Le JRTT, celui-là il est source de beaucoup de confusion. Le JRTT, ou ARTT, aménagement de réduction du temps de travail, a été mis en place pour réduire la durée du travail de 39 à 35 dans les entreprises concernées au moment du passage aux 35 heures. Ces 4 heures ouvrent droit à ce qu'on appelle un repos sous forme de JRTT, jour RTT, et non récup. D'accord ? Les heures supplémentaires sont déclenchées dans le cas du passage 39 à 35 ou 38 à 35 ou 37 à 35 en fonction de la durée du travail qui est appliquée dans l'entreprise. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera au-delà de 39 heures. On appliquera les majorations, les repos compensateurs équivalents et tout ce qui s'ensuit au-delà de 39 heures. Avant, on est dans un JRTT. On a droit à des JRTT. JRTT, cycle, modulation, aujourd'hui on ne peut plus en conclure, c'est-à-dire que les partenaires sociaux ne peuvent plus recourir à ce mode ne peuvent plus conclure de nouveaux JRTT, cycle, modulation, c'est impossible, ils ne peuvent que les modifier, mais vous en retrouverez. On va retenir que depuis la loi El Khomri, depuis août 2016, par accord, aujourd'hui, l'employeur peut organiser la durée du travail sur une période de référence qui peut aller jusqu'à 3 ans maximum. C'est-à-dire que je vais faire varier en tant qu'employeur la durée du travail de 35 heures sur une période de 3 ans maximum. Je vais faire une sorte de cycle ou de modulation. C'est un système qui va faire la fusion du cycle et de la modulation. Et donc les 35 heures vont fluctuer sur cette période et les heures supplémentaires seront les heures supplémentaires à la fin de la période de référence. Donc on se rapproche d'un cycle en fait. Si on prend par exemple une période de référence de 6 mois, cela fait un seuil de déclenchement des heures supplémentaires à partir de 900 heures environ. Si dans l'entreprise, je n'ai pas réussi à négocier un accord. Si dans la branche, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à négocier un accord, alors l'accord peut être, un régime supplétif peut être mis en place unilatéralement. Un régime supplétif prévu par le Code du travail prévoit que l'employeur mette en place unilatéralement un mode d'aménagement qui sera différent selon qu'on est dans une plus de 50 ou moins de 50 salariés. Pour faire rapide, si l'entreprise fait plus de 50 salariés, si je n'ai pas réussi à conclure un accord dans l'entreprise, par exemple, alors à ce moment-là, je pourrais conclure mettre en place un système de 35 heures sur 9 semaines, et 35 heures qui vont donc varier sur 9 semaines. Par contre, si je suis dans une entreprise de moins de 50 salariés, alors à ce moment-là, je ne pourrais en tant qu'employeur que imposer un mode d'organisation sur 4 semaines. Les 35 heures vont varier sur les 4 semaines. Deuxième question, deuxième aspect assez difficile. On va rentrer dans encore un petit peu plus de difficultés. En droit du travail, le principe de faveur prévoit classiquement qu'une norme de rang inférieur ne peut déroger à une norme de rang supérieur, sauf si elle est plus favorable aux salariés. Et selon le principe de faveur, en cas de conflit de normes, on prend toujours la norme la plus favorable aux salariés. Prenons un exemple illustrant le cadre classique. La loi du travail dit, donc le Code du travail, la loi dit que la durée maximale journalière est de 12 heures. Un accord de branche, donc qui couvre beaucoup plus, qui couvre un champ professionnel, le champ professionnel d'une entreprise, peut dire que la durée maximale sera de 11 heures. Et dans ce cas, toujours dans le cadre classique, l'accord d'entreprise qui lui dépend de la branche professionnelle, admettons un accord d'entreprise dans un garage qui dépend de l'accord de branche
de l'automobile, l'accord d'entreprise ne pourra pas dire, ne pourra qu'être dans le mieux 10 ans. On pourra dire la durée maximale du travail dans l'entreprise sera de 10 heures. Il ne pourrait pas dire l'accord du travail, la durée maximale du travail sera de 12h30 ou même de 11h30. Non, il sera soumis à l'accord d'entreprise, sera soumis à l'accord de branche. Donc il y a une hiérarchie des normes. Toute norme inférieure doit respecter la valeur posée par la norme supérieure, et en cas de conflit, on retient la norme la plus favorable aux salariés. Ce cadre classique est remis en cause notamment en matière de durée du travail. Il y a donc une nouvelle hiérarchie des normes. Prenons l'exemple. Depuis maintenant quelques années, depuis la loi travail, les heures supplémentaires doivent être majorées pour les 8 premières à 25%. Un accord de branche pourrait tout à fait définir un taux de majoration des heures supplémentaires de 20%, dès lors qu'il ne descend pas en deçà de 10%. Normalement, l'accord d'entreprise, dans le cadre classique, ne pourrait pas descendre en dessous de 20%. Eh bien, si c'est possible, aujourd'hui, on pourrait, par accord d'entreprise, considérer, imposer, déterminer un taux de majoration des 8 premières heures supplémentaires de 10%. On voit bien que là, normalement, dans l'ancien cadre classique, on aurait appliqué 20% dans la situation d'une entreprise. On aurait écarté les 10%, considérant que les 10% ne respectent pas, ne respectent pas la valeur, de la norme supérieure. Et bien là, depuis quelques années, on assiste, notamment depuis la loi El Khomri, pas que, mais en grande partie, c'est un mouvement qui a commencé en 2004, puis qui a été repris en 2008 par la loi Bertrand. On assiste à une nouvelle hiérarchisation des normes. Et la durée du travail est particulièrement concernée. Dans quel cas l'accord d'entreprise va primer sur l'accord de branche? C'est-à-dire dans quel cas l'employeur va pouvoir déroger à l'accord de branche et déroger en moins favorable à l'accord de branche dans beaucoup de domaines de la durée du travail. Par exemple, je reprends l'exemple du début, en ce qui concerne la durée journalière fixée à 12 heures et non à 10 heures. L'accord d'entreprise va pouvoir déterminer une quotité d'heures complémentaires du tiers à la durée prévue par le contrat de travail, alors même que l'accord de branche prévoirait uniquement le 10e. L'accord d'entreprise va pouvoir fixer un nombre de jours maximum travaillés par an par les salariés concernés par des forfaits jours. Il va pouvoir le faire en dérogation avec l'accord de branche. Admettons, l'accord d'entreprise peut dire dans l'entreprise on travaillera 217 jours, alors que l'accord de branche dit on travaillera 216 jours. Donc il faut être bien vigilant. Si vous observez des contradictions entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, depuis août 2016, c'est tout à fait possible. Ne prenez pas la norme la plus favorable en application du principe de faveur ancienne version. Dites-vous que pour les accords les plus récents, il est tout à fait possible que l'accord d'entreprise déroge en moins favorable à l'accord de branche sur tout un tas de points en matière de durée du travail. Alors pourquoi en est-on arrivé là? Alors c'est une tendance depuis 2004 d'inverser la hiérarchie des normes ou de déroger au principe de faveur. Il s'agit de redonner aux entreprises du pouvoir aux entreprises à travers de redonner à la négociation d'entreprise un véritable pouvoir. Pourquoi avoir choisi le niveau de l'entreprise? Bien parce que le niveau de l'entreprise, c'est celui qui est le plus près du terrain. La branche professionnelle va réunir toutes les entreprises d'une même activité. La branche des boulangers va traiter toutes les problématiques, toutes les questions de droit du travail pour les boulangers. Mais finalement, celui qui est le plus près de sa propre activité, c'est le boulanger lui-même. Donc on va redonner à l'entreprise un pouvoir de négocier, on va miser sur la négociation pour adapter des normes au plus près de la réalité de ce boulanger. Donc on va considérer que l'entreprise
est l'échelon normatif principal, que l'entreprise est celle qui connaît le mieux ses besoins et celle qui est capable par la négociation d'y répondre au mieux. Nous allons aborder à présent le droit du salarié au repos. Plus exactement, nous allons commencer par les durées maximales du travail. La partie 3 du Code du travail pose la limite de 10 heures par jour de temps de travail effectif, 10 heures maximum. C'est une règle évidemment de santé publique, une règle d'ordre public. À cette durée maximale journalière est assortie une limite hebdomadaire de 48 heures par semaine. 48 heures hebdomadaires qui également sont... Alors, ces 48 heures hebdomadaires sont également aménagées, puisque si on prend les 12 dernières semaines, la limite ne doit pas dépasser 44 heures. Donc, il y a finalement un double plafond à ne pas dépasser. On prendra toujours le réflexe d'aller consulter les conventions collectives, parce que la loi permet de déroger à ces règles-là, par accord. Un cuisinier dans la convention collective hôtel, café, restaurant peut travailler 11 heures. Il n'est pas soumis à la règle des 10 heures. On prendra aussi le soin de vérifier dans le Code du travail les règles applicables aux apprentis, par exemple aux mineurs, également à la femme enceinte. Il y a toujours des règles spéciales. Je ne rentre pas dans le détail. Parlons à présent du repos quotidien. Le repos quotidien signifie qu'il y a 11 heures. Il doit y avoir 11 heures consécutives obligatoirement entre 2 jours de travail, et non pas 2 jours de repos, comme je l'ai écrit par erreur sur la vignette. Admettons que je travaille de 13h à 21h. Cela signifie que je ne pourrai pas reprendre le travail avant 8h du matin. Il devra y avoir 11 heures de repos minimal entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui, ou entre celle d'aujourd'hui et celle de demain. Certains ont déduit de cette règle des 11 heures de repos quotidien, de ce qu'on appelle aussi repos consécutif. Ils en ont déduit que 24 moins 11 égale 13, et que donc l'amplitude d'une journée de travail ne peut pas dépasser 13 heures, c'est-à-dire que si je commence à 5 heures du matin, je ne peux pas finir plus tard que 18 heures. Cette règle est évidemment fausse, c'est un peu un sophisme, ça a l'apparence de la réalité, de la vérité, mais c'est absolument faux, cette règle n'existe nulle part. On trouvera des règles d'amplitude, on en trouvera, mais elles concernent le temps partiel, on les trouvera notamment dans les conventions collectives. En ce qui concerne la pause, le salarié a le droit à une pause de 30 minutes toutes les 6 heures de travail. Le problème, c'est que cette règle n'est assortie d'aucune sanction pénale. Le salarié pourrait tout à fait aller demander l'indemnisation d'un préjudice lié à l'absence de pause toutes les 6 heures devant le Conseil des prud'hommes, mais s'il fait une action, si l'inspection du travail saisit le procureur, évidemment, il ne pourrait pas y avoir de sanction pénale à la clé. On ne pourrait pas verbaliser, un inspecteur du travail ne pourrait pas verbaliser sur le sujet. Parfois, la pause est réglementée, je dirais, ou elle est détaillée par certaines conventions collectives. Prenons l'exemple de la convention collective de la coiffure. La pause déjeuner est déterminée de la manière suivante. Le salarié a droit à au moins 30 minutes minimum, donc à au moins 30 minutes entre 11h et 15h. Une pause déjeuner d'au moins 30 minutes entre 11h et 15h. Évidemment, c'est pour éviter les abus, puisque on peut imaginer qu'entre 11h et 15h, entre midi et 2, finalement, il peut y avoir beaucoup de gens qui viennent chez le coiffeur. Et donc, pour éviter ça, la convention collective pose ce minimum de 30 minutes. Le repos hebdomadaire, lui, alors, le salarié a droit à un jour de repos minimum par semaine. En général, il est fixé le dimanche. On ne va pas rentrer dans les exceptions de droit ou sur demande, parce que là, il faudrait une autre étude. Mais on retiendra que le salarié a droit à un jour de repos minimum et que ce jour est en général le dimanche. Cette obligation est assortie de l'interdiction. Cette obligation est assortie d'une interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours sur 7.
même 1 heure par semaine. Cette obligation s'entend dans le cadre de la semaine civile du lundi au dimanche. Cela signifie que je peux tout à fait avoir un repos hebdomadaire le lundi, suivi de 6 jours de travail du mardi au dimanche. Je peux enchaîner, ça c'est ma première semaine, je peux enchaîner sur une deuxième semaine de travail. Je vais travailler du dimanche au samedi 6 jours d'affilée, puis j'aurai mon repos hebdomadaire le dimanche. Donc les semaines 1 et 2 qui sont accolées, les semaines 1 et 2 sont accolées, j'ai bien 1 jour de repos par semaine, je ne suis donc pas en infraction. Ça, c'est tout à fait possible de travailler donc 12 jours consécutivement d'affilée, légalement, c'est tout à fait possible. Le salarié risque d'être particulièrement fatigué, mais c'est possible. Nous en avons fini de l'étude sur la durée du travail. Nous avons fini de présenter le cadre général, les grandes questions, les grandes notions, les réflexes à avoir. Alors, on va revenir sur les réflexes qu'il faut avoir en tête quand on aborde les questions de durée du travail. Donc déjà, toujours se poser la question, est-ce que j'ai un aménagement de la durée du travail dans la situation avec laquelle je dois composer? Est-ce que j'ai une modulation? Est-ce que j'ai un cycle? Est-ce que j'ai un autre mode de fusion prévu par la loi El Khomri, par exemple? Il faut aller fouiller dans les accords pour déterminer si j'ai un mode d'aménagement et quel est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévues par l'aménagement. Ça, c'est très important. Sachant que si l'aménagement est mal appliqué, c'est-à-dire si le mode d'aménagement de la modulation, par exemple, est très mal appliqué, alors le juge judiciaire, lui, le juge du Conseil des prud'hommes, serait tout à fait disposé tout à fait fondé à faire appliquer dans l'entreprise le cadre légal des 35 heures hebdomadaires avec des conséquences financières qui pourraient être très importantes pour l'entreprise. Donc, mode d'aménagement de la durée du travail inappliqué ou appliqué sauvagement égale application par défaut des 35 heures hebdomadaires dans l'entreprise par le juge judiciaire. On se posera également la question, est-ce que l'accord d'entreprise peut primer sur l'accord de branche? Est-ce que si j'ai une contradiction entre l'accord d'entreprise et l'accord de branche, à quel moment, à quelle date a été conclu l'accord d'entreprise, avant ou après 2016? Est-ce que je suis bien dans un champ de la durée du travail qui peut, au niveau de l'entreprise, être dérogatoire à l'accord de branche? Est-ce que ça, c'est possible? Donc c'est toujours un ensemble de questions à se poser en ce qui concerne l'aménagement de la durée. Évidemment, on va se poser la question, est-ce que je suis en temps de travail effectif ou pas? Est-ce que là, je génère du salaire ou pas? Est-ce que je suis en horaire collectif ou en horaire individuel? Et puis, on pourrait rajouter, il y a énormément d'autres points. En ce qui concerne les sanctions, il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, le législateur a revalorisé les pouvoirs de l'inspection du travail dans le sens où il permet à l'inspection du travail d'utiliser ce qu'on appelle la sanction administrative. La sanction administrative, c'est l'administration elle-même sort le carnet à souche et relève les infractions, et pour chaque infraction, elle va déterminer un montant. Alors ça va être 200 €, 300 €, 500 € multiplié par le nombre de salariés. Et pourquoi elle va faire ça, l'inspection du travail? Parce que classiquement, l'inspection du travail va passer par le juge pénal, par le procureur de la République. Mais dans ce cadre-là, elle perd son pouvoir. Elle perd son pouvoir des suites. C'est le procureur qui décide des suites. Hein. C'est lui qui décide. Est-ce qu'on a un rappel à la loi? Est-ce qu'on a un classement sans suite? Est-ce qu'on a une audience? Et s'il y a une audience, peut-être que le juge sera amené à classer l'affaire, à ne pas condamner l'employeur, ou alors à le condamner dans 1 an et demi, 2 ans, à des sommes qui finalement, au bout du compte, ne méritaient peut-être pas de faire une action pénale. Donc, bien garder à l'esprit que pour l'employeur a tout intérêt à être très vigilant sur la question des durées maximales, la question des décomptes, la question des repos, puisque ce sont des questions qui rentrent de plein droit dans la question des sanctions administratives qui connaissent un succès assez important actuellement en France.